Bonjour. Dans le cadre de nos cours sur l'histoire de l'Afrique, aujourd'hui nous allons commencer la première section consacrée à l'histoire de l'Afrique pendant la période coloniale, notamment à partir de la deuxième moitié du 19e siècle jusqu'aux indépendances. Et nous commençons cette série de cours par la première leçon intitulée La ruée vers l'Afrique, ce que nos amis anglophones appellent the Scramble for Africa. Et nous verrons quelles sont les motivations, quel était le contexte de l'époque, pourquoi les puissances européennes ont voulu se partager l'Afrique, les forces en présence également, l'occupation de l'espace, les résistances, les politiques d'administration, la politique économique, les politiques sociales, les politiques d'assimilation ou d'administration directe, indirecte, l'Afrique pendant la Première Guerre, l'Afrique aussi entre les deux guerres, notamment l'économie coloniale. Finalement, nous allons vers la décolonisation après la Seconde Guerre mondiale, le nationalisme africain, et finalement nous allons aboutir vers les indépendances. Ça nous donnera un certain nombre de leçons, pour pratiquement 7 à 8 leçons, et aujourd'hui nous allons commencer donc la première leçon qui va se focaliser sur la ruée vers l'Afrique. Pourquoi les Européens se sont rués vers l'Afrique vers la deuxième moitié du 19e siècle. Alors, il faut rappeler d'abord, avant tout, que la révolution industrielle et le nationalisme sont deux éléments qui ont façonné la société européenne du 19e siècle. Quand je dis la révolution industrielle, je parle de ce qui s'est passé en Angleterre dans la première moitié du 19e et un peu plus tard en France et en Allemagne. Donc le fait d'avoir des machines capables de transformer, etc., etc. Donc la révolution industrielle est un élément important. Donc c'est ça qui va donner aussi la possibilité aux Européens d'avoir des armes que les autres peuples n'ont pas et puis de les dominer. Donc l'impérialisme et la domination coloniale européenne vont aussi changer radicalement le cours de l'histoire des autres peuples, donc notamment à partir de la seconde moitié du 19e siècle. Même si, je vais le rappeler dans cette présentation, que nous ne sommes pas ici dans la première colonisation. Il y a eu plusieurs colonisations avant celle-là, mais celle-là elle est un peu différente. Précisons aussi que, comme je l'ai dit, on peut parler d'impérialisme, de colonisation et tout ça, mais si on remonte aussi longtemps dans l'histoire, depuis l'Empire romain, on peut prendre l'exemple de l'Empire turco-ottoman, on peut prendre l'Empire russe, pour prendre ce qui est passé du côté de l'Inde, de la Chine, il y a eu toujours donc des impérialismes. Mais l'impérialisme européen dont nous voulons parler particulièrement, c'est un impérialisme en deux phases. D'abord, celui qui s'est déclenché à partir du 15e, 16e siècle, jusqu'au 19e siècle, mais sans être comme celui de la deuxième moitié du 19e siècle. Surtout pour ce qui concerne l'Afrique. Donc le premier, en tout cas celui qui a commencé vers le 15e, 16e, c'est une époque dominée par, les historiens appellent ça l'ancien impérialisme. Ici, les nations européennes voulaient chercher des routes commerciales pour aller en Extrême-Orient, chercher des épices, la route. Donc ils ont contourné le continent africain, ils ont mis des comptoirs un peu partout. Et ça va commencer avec les Portugais. Les Espagnols vont aller plus du côté de l'Amérique latine. Ensuite, les Hollandais vont suivre, les Français, les Anglais, les Danois, etc., etc. Et pour ce qui concerne les colonisations, je pense qu'il y a
beaucoup de livres, mais un livre en anglais extrêmement important sur la question. Un livre publié à l'université d'Oxford, University Press Oxford. Il y a deux grands historiens qui l'ont écrit. Il y a Heather Street Salter et Trevor R. Getz. Le livre s'intitule Empires and Colonies in the Modern World, a Global Perspective. C'est un livre très important qui permet de comprendre tout ce qui concerne la colonisation, les empires, l'impérialisme, etc. Un livre que je vous recommande fortement, mais malheureusement, je ne pense pas qu'il est traduit en français, il est disponible en anglais. Alors, pour revenir sur le sujet, les Européens ont établi des postes de traite et se sont implantés donc sur ces côtes durant ce premier impérialisme dont nous parlons, en tout cas celui du 15e, 16e siècle, qui les a amenés en Afrique. Les Portugais, par exemple, sont allés en Afrique de l'Ouest, ils ont implanté des comptoirs, ils sont même allés au Congo, dans l'ancien Monomotapa, ça j'en parle dans mes cours sur l'Afrique précoloniale, notamment comment les empires africains ont été détruits. Donc si vous voulez comprendre cette phase portugaise d'exploration de l'Afrique, vous allez juste écouter aussi mes cours sur l'Afrique des grands empires africains de l'époque médiévale. Donc, ce qui s'est passé en Afrique, c'est également la même chose. On le voit en Chine, en Inde, des comptoirs portugais, finalement des comptoirs français, etc. Et les Anglais ensuite. Donc, ça, c'est très important à préciser parce que ce qui va se passer par la suite, ce n'est pas du tout la même chose. Maintenant, pour ce qui est de l'Afrique, on peut dire qu'avant 1850, donc c'était vraiment très peu de territoires qui étaient colonisés. Les Français, eux, ils contrôlaient par exemple la ville de Saint-Louis, où ils ont établi un comptoir en 1659. Alors cette petite ville qui s'appelait Ndar, en pays Wolof, Ndar, N-D-A-R, va être donc rebaptisée Saint-Louis par les Français en l'honneur de Louis XIII, roi de France. Et d'ailleurs, c'est ce même nom qu'on va donner à Saint-Louis en Missouri, à l'époque de la Nouvelle-France. Vous savez que c'était des territoires qui appartenaient aux Français, qui allaient de l'Est du Canada jusqu'au golfe du Mexique. Donc la Nouvelle-France est une partie du Canada et de l'actuel États-Unis. Et il y a une autre ville, Saint-Louis, je crois que c'est à l'île de la Réunion. Donc il y a 3 villes qui portent le nom de Louis XIII. Donc les Français étaient là pour le Sénégal et l'Afrique, donc ils vont commencer là. Et puis ils avaient aussi plus tard un comptoir à Gorée. Par contre, Gorée, ça a été la première implantation des Hollandais. D'ailleurs, le mot Gorée est un mot d'origine hollandaise. C'est Go Red. Go Red, ça veut dire une red plate. Donc c'est les Hollandais qui étaient là. Les Anglais sont allés plus du côté de Zanzibar, en Afrique de l'Est, établi le premier côte, mais aussi ils étaient en Afrique de l'Ouest, par exemple, dans l'actuelle Gambie. Et ils vont s'établir ici, et plus tard, ils vont même aller vers la Sierra Leone au début du 19e siècle. Les Portugais vont garder leur première colonie en toit de postes. Notamment, ils vont avoir des postes à Bissau, au Mozambique. Donc, Bissau, c'est un des comptoirs qu'ils avaient du temps de l'Empire du Mali. Toute cette région-là appartient à l'Empire du Mali. Au Mozambique, c'était dans l'Empire du Monomotapa. Donc, ils vont le garder. Et puis, les Hollandais, eux, ils vont avoir au XVIIe siècle le Cap et des possessions. Donc là, vous voyez, ils sont sur les côtes. Ils ne sont pas encore rentrés dans l'intérieur de l'Afrique. Ce premier impérialisme, c'est un impérialisme de commerce, c'est un impérialisme d'échange, de traite aussi, mais il n'y a pas encore eu de percée. Il va falloir attendre les explorations quand des Européens vont au 18e, 19e siècle rentrer à l'intérieur, les Mungo Park, comment ça s'appelle ça, les René Caillé qui vont prendre les fleuves, remonter. Beaucoup d'entre eux vont même avoir des problèmes, certains vont mourir, qu'ils vont laisser des écrits pour préparer l'exploration à l'intérieur de l'Afrique. Donc on peut dire que jusque dans les années 1885, coexistent ce qu'on peut appeler des explorations individuelles et des explorations commanditées par des militaires européens
Tout ceci, donc, c'est un prélude d'une conquête systématique. Hein, c'est pour vraiment préparer la conquête. Les impérialistes, ils étudient, ils vont doucement, ils préparent le terrain, ils accumulent les informations. Ce n'est pas une chose qu'ils font du jour au lendemain. Donc, c'est vraiment progressivement que ça se fasse. Et on va voir donc dans la première colonie où j'étais installé en Afrique, par exemple pour la France, Faidherbe va s'installer à la ville de Saint-Louis, notamment dans les années 1850. En tout cas, il arrive en 1854, gouverneur. Il reste là-bas jusqu'en 1863, avec une interruption de 61 à 63. Et puis, c'est à partir de là que la France va lancer sa conquête vers l'Est, passant par le Fouta, le pays soninké, Bakel, le Khasso, et puis dans la région de Caille, et puis remonter le Mali, et tout ça. Donc, voilà, après, on va savoir ce qui va se passer. C'est la création de l'AOF, dont je vais arriver plus tard. On peut observer la même chose du côté des Anglais qui, après la chute de l'Empire égyptien, hein, vous savez, l'Égypte était un vaste empire hein, qui avait un rayonnement fort, même avec une influence sur le Soudan. Donc les Anglais et les Français vont se disputer, hein, mais finalement ce sont les Anglais qui prennent le dessus. Même si Napoléon avait tenté une expédition sur l'Égypte, c'est l'Angleterre qui, à cette période-là, était plus forte. L'Angleterre avait repris beaucoup de territoires français, que ce soit en Afrique ou ailleurs. Je rappelle que durant la guerre de 7 ans, c'est à ce moment que l'Angleterre a repris la Nouvelle-France, donc y compris le Canada ici, et puis les États-Unis, une bonne partie, comment on appelle ça, même Saint-Louis à un moment a été repris par les Anglais pendant 20 ans avant qu'ils fassent des négociations pour que ça retourne à la France, et puis encore une deuxième fois sous Napoléon, vous voyez. Donc l'Angleterre a pris beaucoup de territoires qui étaient soit des territoires français, soit des territoires espagnols aussi, hein, comme la Jamaïque, c'était espagnol par exemple, ou des territoires, d'autres, même disons l'Espagne aussi, hein, ou comment on appelle ça, le Portugal ou les Hollandais. Alors, si on regarde ce qui se passe à l'intérieur de l'Afrique toujours, l'État indépendant du Congo, là c'est vraiment une tentative de Léopold II, roi de Congo, qui crée son royaume à l'intérieur de l'Afrique. Là c'est vraiment ce qui va donner le ton de la colonisation de l'Afrique. Il arrive, il prend un territoire qu'il appelle le royaume du Congo, dans l'actuel Congo, RDC République. Et puis qu'il va redonner à la Belgique parce que ça va être un grand territoire qu'il ne pourra pas contrôler. Donc à partir de 1908. Du côté des Français, ce sont les explorateurs Savonia de Brazza qui vont remonter des pays comme l'actuel Congo-Brazzaville, le Gabon, puis qui vont commencer à explorer pour la France. Donc la France va enchaîner donc avec la fondation aussi de Djibouti par Lagarde, puis plus tard Madagascar, qui était quand même en relation étroite avec la Grande-Bretagne, mais avec un certain nombre de négociations. Et puis, hein, vous savez, entre les impérialistes, tu me donnes ça, je te laisse ça, je garde ça, etc. Donc l'Angleterre est plus intéressée par Zanzibar, une ouverture sur l'Est, mais aussi d'autres territoires, la Gold Coast et tout. Finalement, elle ne va pas se lancer dans une guerre contre la France à Madagascar. Ils vont trouver une solution. Et là, la France va avancer. Alors, à partir donc de cette période des années 1875-80, pour éviter que les puissances européennes se déchirent entre elles, se font la guerre, se mangent entre elles en Afrique, ils vont convoquer la conférence de Berlin de novembre 1884 à février 1885. Alors c'est important parce que là, c'est une période où l'Allemagne est devenue une puissance. C'est l'industrialisation de l'Allemagne. L'Allemagne aussi veut avoir sa part de gâteau. Et elle convoque ce sommet pour définir les règles de partage du continent africain. Le seul problème, c'est que l'Économie africaine est invitée. Toutes les puissances européennes sont là. Même l'Empire turc ottoman était là. Même la Russie était là. Par contre, la Russie ne s'est pas lancée dans une aventure de colonisation de l'Afrique. La Russie était plus intéressée dans son territoire, dans ses environs, que de faire la conquête en Afrique. Donc c'est pour cela que les Russes ne sont pas présents du tout. Alors,
À l'intérieur des tracés, on peut dire que le contrôle de l'administration européenne reste souvent théorique. En France, différentes écoles de colonisation vont s'affronter, celles des militaires. Eux, ils sont partisans d'une conquête méthodique, l'emportant sur celle une conquête à visée, disons, civilisatrice. Vous avez la France avec leur discours de civiliser les autres. Il y a ceux qui ont la civilisation, tous ceux qui ne le ressemblent pas, notamment les peuples africains, c'est des sauvages, ils ne connaissent rien. Donc, ce discours civilisatrice va d'ailleurs être un des marqueurs de la colonisation française. Mais de toutes les façons, c'est la première théorie méthodique militaire qui l'emporte, mais ça ne change rien que la politique assimilationniste civilisatrice va être présente dans la colonisation française, beaucoup plus présente que dans ce qu'on a vu, c'est par exemple les Anglais. On va y revenir dans les prochains cours. C'est une colonisation aussi d'encadrement et non de peuplement qui est gérée par le ministère. Alors là, c'est un autre élément de différence. Les colonisations du 15e, 16e siècle, à l'Anduscorie, c'est des colonisations de peuplement, c'est-à-dire l'Europe les Portugais vont peupler le Brésil, les Espagnols vont peupler Cuba, vont peupler les Caraïbes, etc. Les Français, la Nouvelle-France en envoyant des populations, alors que la colonisation de la deuxième moitié du 19e siècle, c'est une colonisation qui n'est pas du tout de peuplement, sauf quelques exceptions, bien sûr, comme l'Algérie ou par exemple Zimbabwe, une partie du Kenya, quelques territoires où il y avait des... Mais à part ça, c'était pas vraiment une colonisation de peuplement. Donc là, c'est une colonisation d'encadrement. Hein? On encadre les populations, on les exploite. On exploite les hommes, on exploite les terres, on remplace les cultures vivrières par les cultures de commerce. Par exemple, les gens en Afrique de l'Ouest qui mangeaient beaucoup de mil, du sorgho, des niébé, des produits en phase avec leur environnement. On va encourager, par exemple, l'arachide pour la transformation d'huile et puis le capitalisme. On va encourager, on va expérimenter le cacao, l'EVA, tout ça pour l'industrialisation européenne. Donc on tue les cultures africaines, on amène des cultures de commercialisation. On peut aussi dire que il va y avoir, à partir de 1894, quand beaucoup de colonies vont être acquises, en tout cas pour ce qui est de la France, elle va créer le ministère des colonies qui va mettre en place l'école coloniale et les fédérations qu'on va voir plus tard, l'Afrique occidentale française qui faisait pratiquement 5 millions de kilomètres carrés. C'est beaucoup, je pense que ça fait 7 à 8 fois la France. Puis l'Afrique équatoriale française qui était pratiquement 2,5 millions de kilomètres carrés également. C'est très grand donc. Comme au Maghreb aussi, on va voir des bataillons sont entraînés. Ici, comment il faut conquérir, c'est à chaque fois qu'une colonie est conquise, on forme des militaires, on les envoie dans des centres, on les forme, on les donne des armes, on les utilise dans les prochaines conquêtes. C'est ça, hein? On connaît le nom des fameux tirailleurs sénégalais, mais il n'y a pas que les tirailleurs sénégalais. Les Hakis en Algérie, on a les tirailleurs en Indochine. C'est un peu partout la même règle. Donc, utiliser les gens conquis la veille pour les conquêtes du lendemain. Donc, finalement, ça, je vais y revenir durant les prochains cours. Mais ce qui est sûr que avant la Première Guerre mondiale, en 1914, pratiquement toute l'Afrique est occupée, à part l'Éthiopie qui n'a jamais été colonisée, qui a battu l'Italie, qui a tenté de la coloniser à la bataille d'Adwa. C'est Ménélique II qui va donc battre les Italiens à Adwa en 1896. Donc à part ça, et puis peut-être le Libéria qui était une colonie où on avait envoyé des esclaves pour les installer. Et puis à part ça, toute l'Afrique est sous domination européenne. Donc on peut dire qu'au tournant du 19e siècle, le continent africain qui est demeuré isolé par des barrières naturelles va maintenant donc être exploré. Maintenant, il faut aussi voir comment faire pour que les communications qui étaient médiocres et qui étaient consacrées le long des routes de caravanes ou des fleuves, comment on va faire pour créer des chemins de fer, mettre les gens au travail, les exploiter, etc. C'est ça aussi la colonisation économique. Donc l'exploration intérieure de l'Afrique et la fin donc de la traite des esclaves entraîne une reconversion massive
des Européens vers ce qu'ils appellent le commerce légal, mais en réalité c'est de l'exploitation. Par exemple l'arachide, l'huile de palme, les bois précieux, la gomme, l'ivoire, le caoutchouc, le café, l'or, le diamant, tout cela, ils le font sur le dos des Africains, ils les mettent au travail, ils bradent leurs ressources, c'est des prédateurs sans nom. Et c'est ça la colonisation, c'est l'esclavage sur le terrain africain. Et puis le plus grave, comme j'ai dit dans ça, c'est d'avoir mis au second rang les cultures africaines multimillénaires, le riz, le sorgho, le manioc, et toutes les plantes que les Africains avaient pour transformer. Aujourd'hui, je rigole quand les gens vont dire que les Africains ne font pas du chocolat. Alors, comment un Africain peut faire du chocolat alors que le cacaoyer qui donne du chocolat, ce n'est pas une plante africaine, c'est une plante qui a été prise par les Européens dans les pays comme le Venezuela, la Colombie, dans les civilisations autochtones Olmec, et puis qui a été expérimentée en Afrique. Et une fois qu'elle est en Afrique, les Africains n'ont pas le contrôle. Ils viennent, ils travaillent. Par exemple, ils arrosent, ils récoltent, et puis les produits envoyés, transformés en or et revendus. Comment ils peuvent transformer quelque chose? Donc les gens qui ne comprennent rien, par exemple, vont se moquer de l'intelligence des Africains, mais ils ne voient pas que les plantes africaines, depuis toujours, les Africains les contrôlent, les maîtrisent. Et puis, par exemple, si je prends le karité, c'est un arbre africain. Mais les Africains travaillent, on a le beurre de karité, on a l'huile de karité, ils en font du savon. Les femmes africaines manient, ils savent travailler ça. Si je prends par exemple le manioc, le manioc par exemple, vous voyez le manioc, comment on le fait? On transforme tout, on en fait des céréales, des tickets, on en fait tout ce qu'on veut. Si je prends le mil, on transforme le mil, du couscous, on fait mais avec, vous voyez, si je prends même ce qu'ils appellent le pain de singe, les fruits de baobab, que nous en Afrique, en tout cas au Sénégal, pour ceux qui développent, ils appellent boui. Dans la langue pulaar, nous appelons bohé. Alors eux, d'ailleurs, le nom pain de singe est moqueur. Ils voient des singes sur le baobab. Et comme ils ne connaissent pas comment s'appelle le fruit, ils pensent que le singe se nourrit et puis ils disent pain de singe, alors que ce n'est pas ça. Et même ces choses-là, on les transforme, les femmes, on extrait le fruit, ils transforment en jus, c'est consommé dans les plats. Vous voyez, donc les Africains, tout ce qui est dans leur environnement, ils savent à quoi ça sert. Et puis c'est médicinal également, ils le transforment. Mais tout ce qui a été expérimenté, introduit par la colonisation, comme le café, cacao, l'EVA. L'EVA, c'est saigner l'arbre et puis en prendre le kit pour construire des pneus. Mais ça, ce n'est pas des arbres africains, ça a été exporté depuis l'Indonésie. C'est seulement le climat qui est pareil. Donc il faut que les Africains comprennent ça. Ce n'est pas des choses que nous avons depuis toujours. C'est eux qui l'ont amené et ils nous ont empêchés d'en avoir le contrôle. Les gens, ils travaillent et puis ils envoient. Alors, je ferme la parenthèse. Donc, dès 1854, des voies nouvelles de pénétration vers le Soudan sont ouvertes. Et 10 ans après, donc Faidherbe va faire reconnaître le tracé à partir du Sénégal, donc par Manche. L'inauguration aussi, on a le canal de Suez du côté de l'Égypte en 1869 qui offre des perspectives inédites de commerce vers l'Asie. Cette inauguration consacre la domination de l'Égypte puis des Anglais sur la mer Rouge et permettent à Léonce Lagrade de créer le gouvernement aussi français et puis une nouvelle colonie. Donc Lagarde, comme j'ai dit, il va créer à Djibouti en 1862. Donc encore aujourd'hui, vous savez que la France a son armée et son port, et puis il n'y a rien qui a changé depuis 1862, ils sont là. Même si on nous fait croire que Djibouti est indépendant, ou indépendante, en réalité, c'est pas ça, puisque la base militaire, elle est là depuis la colonisation jusqu'à aujourd'hui. Alors, donc, quel était le contexte aussi en Europe à cette époque-là? Donc, contrairement à la méthode d'établissement des colonies du XVIe siècle, on peut dire que les nouveaux impérialistes ont mis en place l'administration des régions indigènes au profit de la puissance coloniale. Donc, c'est une colonisation d'administration. Ce n'est pas une colonisation de peuplement, une fois de plus. Les nations européennes ont mené une politique d'expansion agressive. Vraiment, c'est des campagnes militaires, c'est payer des tirailleurs sénégalais, des harkis, des spahis, utiliser les ethnies contre les autres ethnies.
Par exemple, moi, ma thèse, j'ai travaillé sur la conquête de Madagascar. Je peux vous dire que la moitié des bataillons qui ont fait la conquête de Madagascar à partir de 1895-96 jusqu'à la conquête de 1905 et même pendant les révoltes 47-48, c'est des bataillons de tireurs sénégalais d'Afrique de l'Ouest. Vous vous rendez compte, prendre des gens de l'Afrique de l'Ouest qui n'ont aucune culture, des peuples de l'océan Indien dont ils ne parlent pas la langue, ils sont pas liés, donner des armes, les payer. Ben, vous imaginez la suite. C'était ça la politique de la France. Et c'est ça pour cela qu'il y a eu la notion d'ethnicité en Afrique. La cohésion sociale a été complètement détruite par cette politique européenne. Donc aujourd'hui, les Africains sont devenus très ethnicistes. C'est un réflexe colonial. L'Afrique d'avant la colonisation, l'Afrique précoloniale ne connaissait pas cela. Il n'y avait pas de guerre ethnique. Moi, je travaillais beaucoup sur l'Afrique, les grands empires. Il y avait une cohésion sociale forte, que ce soit dans l'empire du Mali, le Songé, que ce soit au Congo, au Monomotapa, le Kanem-Bornou. Même s'il y avait des guerres pour d'autres intérêts, ce n'était pas des guerres ethniques comme l'Afrique connaît aujourd'hui. Donc ça aussi, c'est très important à comprendre. L'ethnicité est un fait colonial. C'est la colonisation qui a introduit l'ethnicité en Afrique. Il faut que les Africains maîtrisent cela et essaient de le comprendre et mettre fin aux questions ethniques parce que ça continue dans nos États post-indépendants et il y a beaucoup de guerres aujourd'hui. On peut dire qu'entre 1870 et 1914, l'Europe a connu une deuxième révolution donc, qui a accéléré cette domination. Donc c'est ça qui fait qu'ils ont des armes et ils ont la domination scientifique, technique et l'industrie qu'il faut. Et des canons, c'est comme ça qu'ils ont détruit nos royaumes. On a eu de grands résistants, les Samouris, les Ahmadou Tall, les El Hadj Omar, les Babemba Traoré, beaucoup de résistants, mais des Bokar Biro, du Fouta Djallon, qui ont résisté, il y a Ashantewa de l'Ashanti, mais c'est la force militaire. Mais il y en a même qui ont préféré mourir ou se suicider que de se rendre. Je vais revenir aussi, il y aura un cours consacré aux grands Africains qui ont résisté à la colonisation. Alors, le développement des chemins de fer, comme au début c'était un moteur à combustion interne, donc avant qui est aussi la production d'électricité, ça a permis à la croissance des économies industrielles. Donc tous les chemins de fer qu'ils ont construits, les routes, ça n'a pas pour développer les colonies, c'est pour acheminer leur matériel de l'intérieur, les amener dans les ports et puis envoyer en Europe. Et aussi, il faut remarquer que la colonisation a changé beaucoup l'Afrique. Toutes les villes africaines qu'on voit aujourd'hui, ce sont des villes situées sur les côtes atlantiques. Alors que l'Afrique précoloniale, les villes, c'était de l'intérieur, étaient beaucoup plus en phase avec les populations. Donc ça change la dynamique, ça change, ça crée des migrations, ça change aussi les ethnies qui étaient beaucoup plus peuplées, beaucoup plus nombreuses, beaucoup plus fortes, vont devenir minoritaires, en tout cas vont perdre leur langue et d'autres ethnies vont reprendre les forces. C'est pour cela qu'on voit dans l'Afrique, durant la colonisation, il y a d'autres ethnies qui ont repris le pouvoir sur d'autres à cause de la création des grandes villes portuaires où les gens vont immigrer, etc., etc. Au fil des générations, ils changent d'identité tout simplement. La politique d'expansion était également motivée par des besoins politiques qui associaient la construction d'un empire à la grandeur nationale des raisons sociales et religieuses qui favorisent la supériorité de la société occidentale sur les autres sociétés que les Européens appelaient arriérées. Donc dans leur entendement, tout ce qui n'est pas comme eux, comme Européens, c'est arriéré. L'Européen devenu nationaliste, puis qui essaie de doter d'une puissance militaire que les autres n'ont pas, pour lui, tout ce qui n'est pas comme lui, c'est arriéré, c'est sauvage, c'est barbare. C'est comme ça, c'est de l'eurocentrisme pur et dur. C'est ça qu'ils ont appris à leur population et c'est ça qu'ils ont appris au reste du monde et beaucoup de personnes le répètent aussi, malheureusement. Par le recours à la force militaire directe, les sphères d'influence économique et l'annexion, les pays européens dominaient le continent donc de l'Afrique et de l'Asie. En 1914, la Grande-Bretagne contrôlait le plus grand nombre de colonies. On avait d'ailleurs l'expression pour parler de l'Empire britannique, c'est l'empire où le soleil ne se couche jamais. Hein. Donc ça c'est la reine Victoria qui était tellement fière de dire ça. Hein. Donc c'était pour décrire l'immensité de l'empire qui allait de l'Inde au Canada, je sais pas, jusqu'au Ghana et partout dans le monde. Vous voyez. Alors l'impérialisme a eu des conséquences qui ont affecté les nations coloniales, l'Europe et le monde également. Cela a conduit à une concurrence accrue entre les nations et des conflits qui ont perturbé la paix mondiale, notamment dont le point culminant est le début de la guerre de 1914.
Pendant ces temps aussi, on peut dire que la révolution commerciale en Europe a créé un nouveau besoin et le désir de richesse en matière première. Donc là, après avoir dominé l'Afrique, les Européens ont fait de l'Afrique leur réserve matière première. C'est pour cela qu'ils n'ont jamais voulu que l'Afrique soit industrialisée. Pour eux, l'Afrique doit fournir les matières premières, on envoie, on transforme et puis on renvoie dans le monde pour se faire des bénéfices. Jusqu'à aujourd'hui, c'est la même chose. Même les cotons qu'on produit, même l'arachide, le café, cacao, tout ça. Donc les mercantilistes soutiennent que les colonies peuvent servir de source de richesse, tandis que les motivations personnelles aussi des dirigeants des États européens ou des explorateurs et des missionnaires soutiennent la croyance impériale en la gloire, Dieu et l'or. Donc ils veulent la gloire, ils veulent convertir les gens et l'or. Aujourd'hui, vous voyez, l'Europe, l'Occident en tout cas, la religion, c'est pas au cœur de leur privilège, mais à cette époque-là, pour eux, aller convertir les gens, c'était comme on devrait le faire. Donc c'est ça, la gloire, Dieu et l'or. La Grande-Bretagne était au début du 19e siècle la première puissance coloniale avec des colonies un peu partout, comme j'ai dit, en Inde, certaines en Afrique, en Australie. L'Espagne, c'est plus l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud. La France a tenu sa Nouvelle-France, la Louisiane, Saint-Louis du Sénégal. La Hollande a construit un empire des Indes orientales, notamment l'Indonésie, etc. Donc, dans la première moitié, le colonialisme est devenu donc moins populaire. Mais elle est devenue moins populaire parce qu'il y avait des guerres en Europe. Je n'ai pas souligné ça, mais les guerres Napoléon qui voulait dominer l'Europe dans les années 1810-14, et puis qui a allé jusqu'en Russie, mais il va être battu. Donc, de nombreux dirigeants pensaient également que les empires allaient coûter des coups. Donc, c'est ça qui a retardé la colonisation de l'Afrique qui va se faire dans la deuxième moitié du 19e siècle. Mais il y a vraiment un décalage parce que quand l'Afrique va être colonisée, par exemple, l'Amérique latine et l'Amérique du Nord sont tous devenus indépendants. Vous voyez, des pays, les États-Unis à la fin du 18e siècle, Haïti était même indépendant en 1804, Cuba indépendant, tout le Brésil, tous ils sont devenus indépendants avant même que l'Afrique commence à être colonisée. Donc, ils ne sont pas dans la même dynamique en fait. Cependant, au milieu du 19e siècle, l'Europe, donc en particulier la Grande-Bretagne et la France, qui sont devenues les principales puissances, vont reprendre donc le flambeau sur l'Afrique et entament un renouveau économique. Pendant l'ère victorienne, donc sous le règne de la reine Victoria, qui a duré de 1837 à 1901, la Grande-Bretagne est devenue un géant industriel. Elle fournissait plus de 25% de la production mondiale des biens industriels. En France, l'investissement de Napoléon dans l'industrie et les grandes entreprises, telles que la construction de chemins de fer, a contribué à promouvoir la prospérité. Donc, quand j'entends des gens complètement de mauvaise foi dire que la colonisation a été une bonne chose parce qu'on a construit des chemins de fer, des hôpitaux, etc., etc., ils ne savent pas que tout ça a été fait pour le colonisateur lui-même. C'est pour sa prospérité. Ces chemins de fer n'ont jamais été pour connecter les villes africaines, permettre les populations africaines de se développer. La révolution industrielle a aussi suscité des ambitions dans de nombreux pays européens à renouveler leur confiance pour s'engager sur la voie d'une expansion très agressive vers l'Afrique. Le nouvel impérialisme donc que j'ai appelé en début de présentation The Scramble for Africa, la ruée vers l'Afrique, est vraiment un impérialisme très féroce. Cette nouvelle ère a tiré son impulsion des raisons donc vraiment économiques. L'Europe veut faire de l'Afrique sa vache à lait, mais aussi des raisons militaires, puisqu'ils ont la supériorité militaire maintenant, ils n'ont peur de rien, d'attaquer, de tuer. Des raisons politiques, donc la domination, les raisons géopolitiques, géostratégiques, des raisons humanitaires, envoyer aussi, s'il le faut, des gens qui veulent quitter l'Europe, décongestionner l'Europe pour aller vivre ailleurs, dans des territoires propices. Il fait bon et puis l'agriculture est propice, comme au Zimbabwe, en Algérie, au Kenya, dans certaines parties près de la côte, même si, comme je le rappelle, ce n'était pas une colonisation de peuplement large pour celle de la fin du 19e siècle. Aussi le développement et l'acceptation d'une théorie, le darwinisme social. Alors,
C'est vraiment cette colonisation a eu pour conséquence le suprémacisme de l'Européen. Ils sont même allés à se dire appeler des blancs, alors qu'ils ne sont pas blancs, c'est un mensonge. Donc une personne blanche, ça n'existe tout simplement pas. Avant que l'Europe ne soit forte, ne soit économiquement puissante, militairement puissante, il y a dans aucune source où vous allez lire un livre où on parle de blanc. C'est eux qui l'ont inventé et ils se sont appropriés, ils ont mis dans les livres, leur population a appris, nous aussi on l'a appris, on le répète, on les appelle blancs, mais ils ne sont pas des blancs. Donc ça c'est juste des mensonges des dominateurs, et il y en a beaucoup, croyez-moi. Alors le darwinisme social et des progrès de la technologie aussi. Alors pour les raisons économiques, il faut rappeler qu'en 1870, donc il était devenu nécessaire pour les pays industrialisés européens d'étendre leur marché à l'échelle mondiale afin de vendre des produits qu'ils ne pouvaient pas vendre en Europe. Les hommes d'affaires et les banquiers avaient des capitaux excédentaires à investir. Donc c'est normal, ils ont profité de l'esclavage, ils ont fait des énormités d'argent. Donc ils avaient des investissements étrangers et ça offrait une incitation à des profits plus importants. Donc le besoin de main-d'œuvre bon marché et d'un approvisionnement régulier en matières premières telles que le pétrole, le caoutchouc, le manganèse pour l'acier exigeait que les nations industrielles maintiennent le contrôle sur ces zones inexplorées. Aujourd'hui, c'est la même chose dans cette Afrique du XXIe siècle. On voit que les puissances occidentales, notamment européennes, veulent recoloniser l'Afrique, veulent encore toujours garder cette domination sur les ressources africaines. Alors, comme ils n'ont pas de raison pour le faire directement, ils vont inventer le terrorisme islamiste, envahir les pays africains par des terroristes qui vont affaiblir, et puis ils vont envoyer leurs armées passer par l'ONU, les missions des Nations Unies, occuper le terrain, et puis voilà, le tour est joué, ils prennent les ressources. C'est toujours comme ça. Les Européens et les Occidentaux, c'est des gens assoiffés de biens matériels et ils sont prêts à toutes sortes de duperies et de ruses. Donc il faut comprendre cela. Nous sommes dans la même logique, la logique négrière, la logique coloniale et la logique néocoloniale. C'est même pipe, même tabac. Il n'y a rien de différent. Ce n'est qu'en contrôlant directement ces régions, ce qui signifie donc établir des colonies sur leur contrôle direct, que l'économie industrielle pourrait fonctionner efficacement. Du moins, c'est ce que pensaient les impérialistes. Les gains économiques du nouvel impérialisme était cependant limité, car les nouvelles colonies étaient parfois, pour certaines, pas aussi rentables, et parfois il faut aussi investir beaucoup d'argent. Comme je dis, si on veut créer des chemins de fer, on veut soigner des gens, on veut que les instituteurs restent pour enseigner, c'est pas ça, c'est un coût. Donc les Européens aussi savaient qu'il faut beaucoup d'investissements pour ça. Alors, les raisons politiques et militaires, on peut dire que les principales nations européennes estimaient également que les colonies étaient cruciales pour leur puissance militaire. Donc, occuper des zones géostratégiques, par exemple, occuper Madagascar dans l'océan Indien, c'est contrôler toute cette zone. Occuper Zanzibar, c'est contrôler tout l'océan Indien, vous voyez. Donc, c'est la sécurité, mais aussi le nationalisme européen. Les chefs militaires ont affirmé qu'une marine forte était nécessaire pour devenir une grande puissance. À l'époque, avoir une marine forte, c'est aujourd'hui comme dominer l'espace, par exemple, avoir les satellites un peu partout. C'est la même chose. Ainsi, les navires de guerre avaient besoin de bases militaires dans le monde entier pour s'approvisionner en charbon et en ravitaillement. Des îles ou des ports ont été saisis pour satisfaire ces besoins-là. Les colonies garantissaient aux marines européennes croissantes des ports sûrs et des stations de charbon dont elles avaient besoin en temps de guerre. Donc tout ce que les Européens avaient besoin, ils vont l'avoir, ils vont juste aller aux colonies et ils les dominent et puis ils l'obtiennent. C'est ça leur politique coloniale en réalité. La sécurité nationale était une raison importante de la décision de la Grande-Bretagne d'occuper l'Égypte. La protection du canal de Suez était vitale pour l'Empire britannique. Le canal de Suez qui a officiellement ouvert ses portes, donc je l'ai mentionné au début, en 1869, a raccourci donc la route maritime de l'Europe vers l'Afrique du Sud et l'Asie de l'Est. Pour la Grande-Bretagne, le canal de Suez était une bouée de sauvetage vers l'Inde. Vous savez, ils ont toujours rêvé d'aller en Inde. C'est d'ailleurs pour cela qu'ils se sont retrouvés en Amérique. L'Inde, c'était le joyau de l'Empire britannique. Beaucoup de gens étaient également convaincus que la possession des colonies était une indication de la grandeur d'une nation. Les colonies étaient des symboles de statut. Selon l'historien allemand du 19e siècle, son nom c'est
je crois, Heinrich von Schönske. Heinrich von Schönske. Alors, je crois que c'est ça. Pour lui, toutes les grandes nations devraient vouloir conquérir ce qu'il appelait, je ne veux même pas répéter le terme entre guillemets, il appelait tous le reste des nations barbares. Voilà. Voilà, le fait de mettre en avant que les sociétés des autres sont des barbares, c'est vraiment méconnaître l'Afrique, l'ère des grands empires, berceau de l'humanité. Tous les cours que nous avons faits sur l'Afrique précoloniale, je suis sûr que Van Tusk ne connaît pas le 1 millième de ces cours-là. S'il connaissait les Mansa Moussa, les Sundiata, les Soni Alibert, les Idrissa Alaoma, tous ces grands qui ont créé des grands empires, il ne va pas parler des nations barbares. Pareil, s'il connaissait les grandes réalisations autochtones des peuples d'Amérique, la Confédération autonozoïde dans le Canada et des États-Unis. Mais le problème avec, une fois de plus, les Européens, c'est leur européocentrisme. Tout ce qui n'est pas européen est barbare. C'est une incapacité à imaginer l'autre humain comme différent. C'est pas possible. Et c'est ça le problème avec le colonialisme et le néocolonialisme. C'est vraiment cette incapacité à accepter la différence et la reconnaître telle qu'elle est. Donc ça, c'est un problème. Les objectifs humanitaires et religieux également étaient importants. Donc, de nombreux Occidentaux croyaient que l'Europe devait, une fois de plus, comme je dis, on répète le mot, civiliser les petits autres, les populations d'outre-mer. C'est selon ce point de vue d'ailleurs que je pense que les autres qu'ils appellent les colored people ou bien les autres personnes qui sont blancs, en tout cas qui ne sont pas blancs, comme eux aussi les blancs, doivent recevoir les bénédictions de la civilisation occidentale, y compris par exemple la médecine, le droit, le christianisme. C'est ça, la civilisation. Par exemple, certains d'entre eux, des soi-disant intellectuels comme Rudyard Kipling, va pousser lui, il va parler de le fardeau de l'homme blanc. De White Man Burden, je ne sais pas quoi, là, a exprimé cette mission dans les années 1890 lorsqu'il a poussé les Européens à assumer. Ou bien Jules Ferry va dire le droit des peuples à civiliser, à aller civiliser les autres. Vous voyez un peu, donc c'est cette ignorance de l'histoire des autres et le fait de prendre. Donc, en fait, c'était une propagande. Il fallait travailler les mentalités de leur population pour qu'on les laisse faire ce qu'ils veulent, tout simplement. C'est la même chose aujourd'hui. On veut attaquer des pays comme le Mali, le Burkina Faso. On va dire, ils ont commis des massacres, ils sont en train de tuer leur population. On met ça dans les journaux, les populations apprennent. Et puis, leur population les laisse agir, ou bien même si, en tout cas, ils ne vont pas être opposés à ça. En fait, c'est ça, c'est de la propagande, c'est des mensonges. C'est vraiment l'histoire de la domination occidentale européenne est bâtie sur des mensonges, mais terribles, terribles, terribles. Et il faut vraiment revisiter ces histoires-là, sinon l'Afrique ne pourra jamais s'en sortir. Donc, le fardeau de l'homme blanc, dont nous parle Rudyard Kipling, qui a été repris sous une autre formule par le français Jules Ferry, c'est vraiment manque de respect total aux autres populations qui avaient leur culture, leur civilisation, leurs empires, leur réalité. Quelqu'un qui a inventé la charte des Mané, le Kouroukanfoua, par exemple, en 1235, une charte qui a précédé toutes les chartes européennes des Nations Unies, tout ça, qui a inspiré, même avant dans l'Antiquité, les 42 commandements de Kemet et tout. Vous voyez, mais c'est ça avec le problème avec l'Europe coloniale, avec l'Europe néocoloniale, avec l'Occident colonial et néocolonial. C'est que si tu n'es pas comme eux, si tu ne viens pas de leur moule, tu es un barbare. Voilà, donc ça c'est le discours que tenaient les Grecs aussi et les Romains depuis il y a longtemps. C'est pas nouveau. Alors, il les a encouragés à envoyer les meilleurs. Il a envoyé les meilleurs de votre race pour répondre aux besoins de vos captifs. Vous voyez ça, c'est des intellectuels qui parlent comme ça. Les missionnaires ont soutenu la colonisation, donc croyant que l'Européen les aiderait à répandre le christianisme. Donc ils ont mis la religion en avant. Tout ce que l'Europe a fait, pendant ce moment-là, ils mettent la religion en avant. Alors si on parle de djihadistes, c'est eux les djihadistes, puisque c'est eux qui ont pris la religion européenne, la religion chrétienne, d'abord ils l'ont européanisée, après ils l'ont utilisé comme outil de conquête dans les Amériques, dans le reste du monde. Ils ont christianisé une bonne partie du monde en tuant
hein, la Bible sur la main droite, le pistolet sur la main gauche. Et puis après, ils accusent les autres peuples d'être des djihadistes. Les vrais djihadistes, comme c'est ça, ce sont ces gens qui ont commis ça. Ce sont les gens qui ont détruit les peuples, les religions, les cultures, les traditions des autres civilisations pour juste que les gens deviennent eux ce qu'ils sont. C'est ça, c'est eux les vrais djihadistes en réalité. Donc, il ne faut pas se tromper de mots ou de noms. Donc, les missionnaires ont soutenu la colonisation, croyant que le contrôle européen les aiderait à répandre le christianisme, la vraie, vous disent-ils, la vraie religion en Afrique et en Asie, sans savoir que les religions sont nées en Afrique et en Asie. L'Afrique et l'Asie n'ont rien à prendre des religions des Européens. Donc, mais tout ça, c'est du racisme et ça va être confirmé par le darwinisme social. Par exemple, en 1859, Charles Darwin, qui est né en 1909 et qui est mort en 1882, il publie De l'origine des espèces. Darwin a affirmé que toute vie avait évolué vers l'état actuel au cours des millions d'années. Pour expliquer le long et lent processus d'évolution, Darwin a avancé la théorie de la sélection naturelle. Vous voyez, les forces naturelles ont sélectionné ceux qui avaient les traits physiques les mieux adaptés à leur environnement. Darwin a donc a donné le temps pour que les autres qui sont les plus forts écrasent les plus faibles, en fait. C'est ça. Le processus de sélection naturelle est connu donc sous le nom de celui qui est le plus apte à survivre va survivre. Donc les Européens croyaient qu'en tant que race supérieure des autres, ils étaient donc dans leurs droits, ils étaient dominants et qu'il était naturel pour eux de conquérir, de massacrer, de violer, de détruire les autres peuples qu'ils considéraient comme inférieurs, de les civiliser, de les christianiser, de les exploiter, de les faire travailler, etc. C'est comme ça que l'Europe et l'Occident sont devenus opulents. C'est rien d'autre, c'est de la prédation, de la violence qui les a rendus riches. C'est pas rien du tout. Ainsi donc la conquête des peuples européens, des peuples en tout cas moins puissants, donc va voir donc la destruction de ces populations, leur culture, etc. etc. Donc, est d'autant plus facile que, comme j'ai dit, la technologie occidentale donc, leur a permis d'avoir des armes très sophistiquées. Déjà qu'au 15e siècle, ils avaient la révolution de la poudre à canon. Maintenant, c'est vraiment une technologie supérieure avec connaissances aussi médicinales qui ont contribué donc à favoriser l'impérialisme. La quinine a permis de s'adapter dans certaines régions tropicales, de vaincre la fièvre jaune, la malaria, toutes ces maladies donc, tropicales, et de s'aventurer dans des milieux infestés de moustiques, par exemple en Afrique et en Asie. La combinaison du bateau à vapeur et du télégramme a permis aux puissances occidentales d'accroître leur mobilité et de répondre rapidement à toutes les situations qui menaçaient leur domination. Donc là, la mitrailleuse, la fameuse mitrailleuse à tir rapide, a également donné un avantage militaire et a été utile pour convaincre les Africains et les Asiatiques d'accepter le contrôle occidental. Donc tout s'est fait, comme j'ai dit, par les armes. Il n'y a rien, ce n'est pas la volonté des Africains, ce n'est pas un projet, ce n'est pas des partenariats gagnant-gagnant, c'est la violence des gens contre, donc, sur la domination des autres. C'est rien de... Donc le tableau que nous avons dressé ici, c'est un tableau dont les causes sont liées à, depuis l'impérialisme ancien, romain, etc., arrivé à les causes de l'impérialisme du 15e, 16e siècle, mais aussi on va déboucher sur l'impérialisme de la deuxième moitié du 19e siècle qui est motivé par des raisons économiques, militaires, politiques, culturelles, religieuses, technologiques, tout ce qu'on veut, des besoins de marché, de bases militaires, mais des discours fallacieux mis en avant comme le fardeau de l'homme blanc, christianisation, etc., etc. Tout ça, c'est juste pour masquer. Donc, en réalité, on a besoin de matières premières, on a besoin de dominer, on a besoin d'être les maîtres du monde, les dieux sur terre. Voilà. Et c'est ça qui a fait de l'Européen, de l'Occidental, ce qu'ils sont aujourd'hui. Des peuples que les autres ont pratiquement peur, parce qu'ils sont les plus forts et tout. Mais c'est juste le résultat de cette histoire de violence qu'ils ont commis sur les autres peuples. Donc à savoir, à comprendre, à revisiter et à retravailler, parce que nous vivons la même chose dans cette Afrique du XXIe siècle, où de nouveau on a besoin des ressources du continent. On sort des discours qui n'ont rien à voir avec les intentions. Le but, c'est de recoloniser l'Afrique. Nous ne voulons pas que l'Afrique soit recolonisée. C'est pour cela qu'il nous a paru important
de faire ce cours et de parler sur un ton un peu dur pour que les gens comprennent. Parce que nous sommes africains, nous défendons l'Afrique. L'histoire doit nous permettre de comprendre ce qui est passé, ce que nous vivons et ce qui risque d'arriver demain. En tant qu'Africains, j'aimerais que les Africains soient sensibles à cela et qu'ils comprennent et qu'ils refusent ce discours que l'Afrique a été attaquée par des djihadistes et tout. C'est faux. C'est les Occidentaux, les Européens qui planifient une nouvelle colonisation de l'Afrique pour exploiter les matières premières en mettant en avant des mensonges et de la propagande. Les djihadistes, c'est eux qui les arment, qui les financent, qui les organisent, comme ils ont fait ça hier, du temps de la traite négrière, comme ils ont fait ça hier, du temps de la colonisation. Ils le font aujourd'hui avec l'impérialisme et le néocolonialisme. Si on ne comprend pas l'histoire de l'Afrique, ces 500 dernières années, on ne comprendra rien de ce qu'ils font. C'est pour cela que j'ai voulu donner ce cours-là, pour que tout le monde le comprenne et qu'on puisse agir fermement contre les agresseurs, les prédateurs occidentaux européens sur notre continent. Nous voulons vivre riche, libre et développé. Merci beaucoup. Et le prochain cours, on va parler sans doute des résistances africaines pendant la colonisation. Parce que là également, il y a des gros mensonges qui ont été dits sur l'Afrique. On va les remettre à l'heure. On remet les pendules à l'heure. Merci. Au revoir.